Un maire de Cherbourg, américain, qu'ils avaient désigné pour le moment où la ville de Cherbourg serait libérée. De même, il se trouve que les Américains avaient fait imprimer aux États-Unis des billets qui étaient destinés à payer les frais des troupes d'occupation dans le pays. Tous les Normands, voyant cette monnaie qu'ils ne connaissaient pas, l'ont refusée. Ou au mieux, ils se sont mis à payer leurs impôts avec. Mais enfin, l'essentiel pour vous, c'était tout de même la population civile. Bien sûr. C'était le gros problème. C'était la partie à la fois émouvante et la grave question politique. Qu'est-ce que nous allions trouver en arrivant en Normandie? Est-ce que vous avez eu un problème d'épuration, malgré tout? Pas vraiment. D'abord parce qu'il y avait très peu de collaborateurs. Ensuite parce que la population était calme, je pense, de tempérament. Il y a eu quelques filles à qui on a rasé la tête parce qu'elles avaient été un peu trop amicales avec les Allemands. Il n'y a rien eu, par exemple, en Normandie, de comparable à ce qui a pu se passer dans les départements du Midi de la France après le débarquement sud. Où là, alors, d'abord des querelles de partis, de personnes, des vengeances personnelles ont pu s'exercer, et où aussi la collaboration avait pris un visage infiniment plus odieux que les quelques Normands qui avaient dans leur maison le portrait du maréchal Pétain et qui supportaient le régime de Vichy en attendant qu'il change. Et quelles ont été vos relations avec la résistance? Très facile, très simple. La résistance normande était unie derrière ses chefs. Elle se composait d'un nombre important de patriotes décidés qui immédiatement se sont considérés comme les soldats du gouvernement qui s'installait. Montgomery, qui piétine devant Caen depuis 3 semaines, décide le 26 juin de lancer une grande offensive, l'opération Epsom. Mais le temps est couvert et les avions alliés ne peuvent pas décoller pour soutenir l'avance des Sherman. Cinq divisions blindées de SS attendent l'attaque des Écossais. Ils sont équipés de Tigres, chars de 48 tonnes, armés du fameux canon de 88. Les Tigres ont matraqué les blindés alliés. Un seul équipage a détruit 16 Sherman en 1 heure. L'opération Epsom est bloquée. Les jeunes recrues fanatisés par Hitler ont le sourire, mais le temps s'éclaircit. L'aviation alliée reprend l'air et elle attaque l'aérodrome de Carpiquet dans la banlieue du Caen, tenu par la 12e Panzer SS. Montgomery veut en finir et décide de pulvériser les défenses allemandes. Le 7 juillet, il lâche 467 bombardiers lourds sur Caen avant d'attaquer la ville de front. Témoin de ces bombardements, le chef de la résistance à Caen, Léonard Gilles. Cette ville était absolument détruite à 87%. Tout le centre où nous sommes, avait été brûlé, abattu, bombardé plusieurs fois. Pensez ce que la population pouvait être au milieu de tout cela. Ce qui était triste, c'était l'état des blessés.
Certains étaient ensevelis sous des mètres et des mètres de moellons. Certains ont agonisé pendant plus de 30 jours, et nous savons qu'ils sont morts à petit feu. Nous n'avions plus ni eau, ni gaz, ni téléphone, ni ravitaillement, ni chemin de fer. Pour survivre, on allait dans les caves chercher les quelques réserves, mais le moral était très élevé, car la libération nous attendait. Notre souffrance, nous savions qu'elle n'était pas vaine et que les troupes des Alliés n'étaient pas loin. Il faut bien vous représenter qu'à ce moment-là, lorsqu'une ville a été détruite, il n'y a plus de rues, il n'y a plus de possibilité de circulation, mais seulement une série de rochers. Les Allemands étaient tapis dans cet immense chaos que constitue une ville bombardée. Un mois après le débarquement, les chars canadiens entrent dans la ville. Après 10 jours de combat de rue, M. Gilles peut enfin célébrer avec les Britanniques la libération complète de Caen, ville martyre. Montgomery, critiqué à Londres pour sa lenteur, veut alors se lancer tout de suite sur la route de Paris. Il inaugure le 18 juillet l'opération Goodwood par un formidable bombardement de l'aciérie de Colombelles, où les Allemands se sont retranchés. Le colonel von Rosen était là avec ses tigres. J'étais un très jeune chef d'une compagnie de tigres, mais déjà expérimenté pendant 3 ans de combat en Russie, comme d'ailleurs tous mes gens aussi. On était ici, près de Caen, dans cette plaine. Derrière nous, l'aciérie de Colombelles, sur laquelle on a combattu pendant 3 semaines. Ici, Giberville. Et nous sommes ici, dans cette plaine qui s'appelle aussi le couloir, dans laquelle les Anglais ont attaqué le 18 juillet pendant l'opération Goodwood. Le matin du 18 juillet, je dormais sous le char et je me réveillais vers 6 heures du matin par un bruit infernal des avions. Et quelques instants plus tard, les premières bombes tombaient déjà. Pendant 3 heures, la compagnie était en plein centre de ce bombardement. Un char était touché en plein, il brûlait tout de suite. Devant un deuxième char, une bombe éclatait et par la pression d'air, le char se tournait sur la tourelle et un tigre à 48 tonnes. À peu près 20 mètres devant mon char personnel, une bombe éclatait. Et par la pression d'air, moi j'étais jeté dans un coin et inconscient pour quelques instants, je ne sais pas combien de temps. Ça durait 3 heures. Un de mes gens se suicidait à l'intérieur du char et ne pouvait plus supporter ça.
il y avait 2 autres que je devrais envoyer dans un asile. Après ce bombardement, on a senti la première fois une chose contre laquelle on ne pouvait absolument rien faire. Dans le fracas des chaînes antimines, les chars Cromwell se mettent en branle le 18 juillet à 5h30 du matin. Les Tigres ayant été mis hors de combat par le bombardement, les divisions anglaises atteignent la ligne de chemin de fer à Cagny et avancent facilement dans la plaine. Soudain, ils sont pris à partie par les batteries de 88 de la DCA allemande. Les Allemands utilisent de nouvelles armes anti-chars comme les Goliath, téléguidés. Et les lance-roquettes, imitation des orgues de Staline. Plus de 100 chars anglais sont détruits, l'opération Goodwood est stoppée. À l'ouest, les Américains du général Bradley, qui ont pour objectif Saint-Lô, piétinent eux aussi dans le bocage. Impossible de progresser dans ce dédale de haies où se cachent les tireurs d'élite, les paras et les SS de la 7e armée allemande. Seuls les petits Piper Cub, qui sont les yeux de l'artillerie, permettent de nettoyer le terrain, une haie après l'autre. Now, on target, all right. Fire when ready. Roger! Fire! Même les chars sont empêtrés dans le bocage. 12 divisions mettent 17 jours pour avancer de 10 km. Un bricoleur américain, le sergent Cullin, invente alors un nouveau monstre, le rhinocéros. Avec les chevaux de frise de Rommel, il confectionne des éperons qu'il soude à l'avant des chars. Grâce à lui, les blindés sont libérés du bocage et la progression reprend. Le 18 juillet, les Américains s'emparent enfin de Saint-Lô. Ils ont perdu 40 000 hommes. La première Jeep qui pénètre dans la ville porte sur son capot un cercueil recouvert du drapeau étoilé. C'est le corps du major Howie, tué la veille par un obus. Il avait juré d'entrer le premier dans Saint-Lô. Ces hommes ont respecté son serment. Eisenhower estime que le moment est venu de percer, d'autant plus qu'il a la supériorité numérique, puisque les Allemands n'ont plus à lui opposer que 23 divisions, dont les 2/3 barrent la route de Caen à Paris. C'est pourquoi il va percer à l'ouest, entre Saint-Lô et la mer, en lançant la 3e armée du général Patton vers Avranches et la Bretagne. Et l'opération Cobra, le 25 juillet, commence par un fantastique bombardement des lignes allemandes. Les chars du général Hodges ont percé, l'armée Patton s'engouffre dans la brèche et l'avance des GI à travers les villes libérées commence à prendre un air de victoire.